Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. La rétinopathie diabétique est une complication grave et fréquente du diabète. En France, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. Si des traitements existent et sont efficaces, notamment le laser, pour freiner l'évolution de la maladie et empêcher la cécité, le meilleur traitement reste la prévention. Par un contrôle régulier, au moins une fois par an chez un ophtalmologue, l'atteinte de l'équilibre glycémique, une tension artérielle maîtrisée, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Bénédicte Dupas, qui est ophtalmologiste au cabinet d'ophtalmologie Sorbonne Saint-Michel à Paris. Elle est praticienne attachée à l'hôpital Lariboisière et spécialisée en maladies et chirurgie de la rétine. Bonjour Bénédicte, merci de nous accueillir ici au COS. Bonjour Maxime, bonjour Camille. Alors ma première question, quelle est la prévalence actuelle du diabète en France et dans le monde ? Et aussi, y a-t-il des spécificités démographiques à connaître ? Alors le diabète est en pleine explosion ces 20 dernières années. On estime en France le nombre de diabétiques à environ 3,5 millions, ce qui amène à une prévalence de 5%. Et dans certains pays comme aux États-Unis, la prévalence va jusqu'à 10%. Donc effectivement, c'est un problème de santé publique majeur. Et il y a des spécificités un peu démographiques parce que en France, par exemple, il y a des gradients démographiques. On sait que le nombre de patients diabétiques est plus important dans le quart nord-est de la France qu'en Bretagne. Donc il y a des disparités régionales importantes qu'il est bien d'avoir en tête. Est-ce qu'on sait à quoi sont dues ces disparités démographiques ? Alors oui, en partie. On sait qu'il y a des index en fait de précarité qui conditionnent le fait d'être diabétique. Malheureusement, les indices socio-économiques défavorisés font le lit de la maladie. Pourquoi ? Parce que cette maladie, elle est d'origine en partie familiale, donc ça, on ne peut pas modifier la génétique. Mais en revanche, on sait que les facteurs environnementaux et notamment les comportements alimentaires vont avoir un rôle dans la genèse de la maladie. Et on sait que bien se nourrir, finalement, ça revient souvent cher et les populations défavorisées qui n'ont pas accès à une alimentation toujours très équilibrée sont plus à même de développer justement la maladie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler déjà des complications ophtalmologiques extra-rétiniennes chez le diabétique ? Tout à fait, c'est vrai qu'on voit souvent le diabète sous le prisme de la rétinopathie, mais il y a une plus grande prévalence donc de la cataracte, bien évidemment chez les patients diabétiques. La cataracte survient plus précocement. Il y a aussi un nombre de syndromes secs plus important, puisqu'il y a un dysfonctionnement des glandes de Mévomus et le patient diabétique va se plaindre d'un œil sec de manière plus fréquente. Il y a également une neuropathie cornéenne avec une diminution de la densité des nerfs cornéens, qui peut expliquer effectivement aussi en partie certains aspects du syndrome sec. Et puis, on a montré sur des études, alors qui sont un peu plus discordantes, mais qu'il y avait une plus grande susceptibilité à développer une neuropathie glaucomateuse. Non pas par des chiffres de pression intraoculaire élevés, mais plutôt des neuropathies glaucomateuses à pression normale, puisque ce sont des patients vasculaires et donc on sait qu'il y a une altération de leurs papilles et des RNFL au long cours. Bénédicte, quelles sont selon toi les précautions à prendre chez un sujet diabétique lors d'une chirurgie de la cataracte ? Alors, ces précautions, elles sont multiples. Tout d'abord, en préopératoire, il faut bien s'assurer que la baisse visuelle est uniquement liée à l'opacité cristallinienne. Et s'il y a une rétinopathie sous-jacente ou une maculopathie, il va d'abord falloir au préalable traiter ces dernières avant de se lancer dans la chirurgie. Ensuite, en opératoire, la technique est standard. On l'a évoqué en première partie, la prévalence du syndrome sec étant plus importante. On va faire attention à bien rincer la bétadine et à bien ajouter des agents hydratants en post-opératoire. Et puis, on va éviter, pour des patients qui ont des neuropathies, les AINS, parce que ça peut favoriser les problèmes de cicatrisation. J'avais comme notion, mais c'est peut-être faux, qu'il fallait uniquement opérer les patients qui étaient équilibrés au niveau diabétique. Alors, c'est une excellente question. L'équilibre glycémique chez le diabétique, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours atteindre. Donc, en pratique, globalement, on dit qu'il y a un cut-off qu'on met un peu arbitrairement à 10% d'hémoglobine glyquée.
Si c'est au-delà des 10%, d'un point de vue anesthésique, c'est vrai que parfois les anesthésistes sont pas forcément très à l'aise, surtout si on est devant une anesthésie générale, ils vont être un petit peu plus réticents. Après, localement, finalement, le rationnel de dire j'opère une cataracte alors que le patient a plus de 10%, finalement, n'apporte pas de sur-risque en termes d'endophtalmie, notamment depuis qu'on met de la céfuroxime en chambre antérieure, l'événement étant extrêmement rare. Finalement, c'est le déséquilibre glycémique qui va pas être à l'origine d'un surcroît d'endophtalmie. Après, pour ce qui est on va dire, de la question plus philosophique, c'est vrai que le patient qui a une hémoglobine glycée très élevée va forcément être plus à risque d'avoir une forme d'œdème maculaire ou de rétinopathie plus sévère dans les suites. Et donc, on va être plus à l'aise d'essayer de d'abord équilibrer son diabète pour que les complications rétiniennes soient un peu moins sévères. Mais en pratique, c'est quand même souvent difficile à obtenir, d'autant plus que le temps que le patient se rééquilibre, finalement, la cataracte aura progressé. Et de traiter une rétinopathie quand il y a de la cataracte, c'est très compliqué parce que la cataracte peut empêcher de faire la PPR. Donc finalement, on se retrouve souvent à devoir opérer le cristallin pour clarifier les milieux, pour initier une thérapeutique par PPR, alors même que le patient n'est pas bien équilibré. Et du coup, pour finir sur cette chirurgie de cataracte, est-ce que on peut proposer un implant premium lors d'une chirurgie de cataracte à un sujet diabétique ? Alors, c'est une très bonne question également. Les implants, à mon sens, comme le patient diabétique a quand même un fort risque de développer une maculopathie ou une forme de rétinopathie dans les années qui suivent sa chirurgie, s'il n'en a pas déjà une, je pense qu'il faut être très prudent. Si y a une maculopathie, clairement non. S'il n'y a pas du tout de rétinopathie, en fonction du profil du patient, son équilibre glycémique et de son espérance de vie, on va dire, on peut préjuger du fait qu'il se passera pas grand-chose. Et donc, moi, je serais tendance à dire peut-être un monofocal plus, mais c'est tout ce que je pourrais proposer parce que dès qu'on va vers l'EDOF ou le multifocal, je pense qu'on s'expose vraiment à un risque après de mauvaise vision. Si dans les suites, il y a un problème maculaire qui se développe, c'est quand même relativement risqué. Donc moi, j'ai finalement très peu d'expérience de ça chez le patient diabétique parce que je préfère mettre des monofocaux standards. Alors passons maintenant à la rétinopathie diabétique. Est-ce que tous les patients présentent le même risque d'avoir une rétinopathie diabétique ? Alors non, tous les patients ne présentent pas un risque de rétinopathie diabétique. La prévalence de la rétinopathie diabétique, elle est plus élevée évidemment si on a un diabète de longue date qui est déséquilibré et si on a des déséquilibres des autres facteurs systémiques comme une hypertension artérielle ou une dyslipidémie ou un syndrome d'apnée du sommeil ou une variabilité glycémique élevée, puisqu'on sait désormais que à un même taux d'hémoglobine glyquée va correspondre des variabilités glycémiques différentes. Et la grande variabilité glycémique intrajournalière va être source d'accélération de la rétinopathie. Donc ça, c'est plutôt pour les diabétiques de type 1, on va dire. Donc si on pouvait classer les patients, on va dire que chez le type 1, des gens qui ont des grandes variabilités glycémiques avec des durées de diabète évidemment beaucoup plus longues vont être plus à risque de développer une rétinopathie. Et chez le diabétique de type 2, les facteurs de risque associés, donc les comorbidités qui vont être plus nombreuses que chez le diabétique de type 1, donc comme l'hypertension artérielle notamment, qui est vraiment la comorbidité associée chez 80% des diabétiques de type 2, et bien cette hypertension artérielle qui est souvent insuffisamment contrôlée ou parfois méconnue, va grandement augmenter aussi la survenue, le risque de survenue d'une rétinopathie. Merci Bénédicte. Alors, quelle est la fréquence de suivi chez le patient diabétique ? Est-ce qu'il y a une différence entre diabétique insulinodépendant et non insulinodépendant et en fonction éventuellement de l'équilibre glycémique du patient ? Oui, tout à fait. Finalement, on ne peut pas vraiment donner d'intervalle fixe de suivi en fonction juste du stade de la rétinopathie au fond d'œil, parce que ce que l'on sait, c'est que à un même stade de rétinopathie initiale va correspondre à une progression extrêmement différente avec une cinétique qui va être très différente entre des patients qui sont bien équilibrés ou des patients qui sont mal équilibrés. Donc en pratique, les patients qui ont des diabètes de type 2 insulinerequérants sont souvent des gens qui ont des diabètes plus sévères, qui vont être plus difficiles à contrôler, donc qui vont potentiellement avoir plus facilement une rétinopathie, et donc on va être amené à les surveiller de près. En revanche, chez des patients qui ont un diabète bien contrôlé par des antidiabétiques oraux, on va pouvoir être un petit peu plus light sur le suivi.
Après, la question du traitement, elle est fondamentale puisque on sait que les nouveaux traitements des diabétiques de type 2, qui sont notamment les analogues du GLP-1, donc c'est ces traitements qui ne sont pas de l'insuline, mais que les gens s'injectent en sous-cutané de manière le plus souvent hebdomadaire, ou plus récemment les inhibiteurs du SGLT2, c'est ces médicaments en fait qu'on prend per os et qui font uriner le glucose. Donc quand on instaure des nouvelles thérapeutiques qui vont avoir un effet hypoglycémiant très efficace, on va induire une accélération, une acutisation de la rétinopathie diabétique dans les mois qui suivent. Donc il va falloir faire très attention, avoir un interrogatoire policier pour savoir s'il y a eu des changements thérapeutiques, notamment une mise sous insuline chez un patient qui était initialement non insulino-requérant, ou justement l'instauration de ces nouvelles thérapeutiques. Et donc ça va vraiment conditionner notre suivi. On s'attend à avoir un suivi plutôt tous les 3 mois suite à une intensification thérapeutique, alors que chez un patient qui n'a pas eu de modulation de son traitement, on va pouvoir être un petit peu moins sévère, on va dire, ou un petit peu plus laxe sur le suivi. Et chez un patient qui a un bon équilibre glycémique, avec une bonne hémoglobine glyquée, qui est sous antidiabétique oraux avec un diabète de type 2, est-ce que tu peux espacer le suivi un peu plus que tous les ans, ou est-ce que tu gardes... Ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a eu des recommandations il y a maintenant 2-3 ans qui permettaient d'espacer le suivi lorsqu'il n'y a aucune rétinopathie diabétique. On estime que on peut avoir un suivi tous les 2 ans, si tant est qu'il y a eu un examen bien réalisé avec une pupille dilatée et qui montre qu'il n'y a aucune lésion de la rétinopathie dans tous les champs. Et lors du suivi, quels sont les examens systématiques à réaliser ? Est-ce qu'il faut toujours, j'imagine, réaliser des rétinophotographies ? Est-ce qu'il y a un intérêt au nouveau système grand champ ? Est-ce que c'est mieux qu'un rétinographe standard ? Oui, alors plus on voit de rétine, mieux c'est, j'allais dire. Donc l'examen, il est à réaliser idéalement sur une pupille dilatée qui va donner un meilleur accès au fond d'œil et des photographies de meilleure qualité. Évidemment, le grand champ a toute sa place puisque ça permet d'avoir accès à des zones de rétine qui n'étaient pas couvertes avec les rétinographes standards. Et l'OCT paraît maintenant aussi assez incontournable pour dépister des maculopathies débutantes. Donc, à minima, évidemment, des rétinographies. Et si on dispose de l'OCT, effectivement, c'est beaucoup mieux. Les rétinographies, effectivement, il faut quand même les interpréter en manipulant l'image, ne pas garder l'image sur un petit écran non zoomé. Donc, il faut vraiment grossir pour pouvoir apercevoir des anomalies qui parfois sont très discrètes, notamment certains amyres qui peuvent passer inaperçus ou des petites micro-hémorragies. Il ne faut pas hésiter à travailler aussi le contraste en mettant un filtre vert, donc l'image apparaît un peu noir et blanc pour mieux faire ressortir les anomalies vasculaires. Et puis, il faut toujours compléter son examen par un examen au biomicroscope pour évaluer évidemment le cristallin, l'état du vitré, parce qu'on sait que si le vitré est décollé, par exemple, s'il y a un DPV complet, le patient ne pourra jamais développer de néovaisseau prérétinien. Donc forcément, s'il y a une forme proliférante, elle va se révéler sur l'iris et non pas devant la rétine. Donc il y a des petites pièges comme ça qu'il faut éviter et auxquels il faut penser. Et est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de proposer un suivi chez un patient diabétique bien équilibré sous antidiabétiques oraux sans rétinopathie diabétique, avec uniquement un fond d'œil dilaté en lampe à fente ? Je pense que malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer des rétinographes parce qu'il y a des études qui ont bien montré que la sensibilité de l'examen au biomicroscope était bien moindre que celle de photographie avec des appareils actuellement qui ont une très bonne résolution. Donc, si on fait un fond d'œil dilaté à la lampe à fente, effectivement, on va pouvoir dépister des grosses choses, mais je crois que quand même il y a de plus en plus d'éléments maintenant qui nous montrent qu'il y a parfois des lésions qui prédominent en extrême périphérique, qui peuvent être assez discrètes, et ça me paraît difficile de prétendre avoir un examen très complet et de ne pas passer à côté des choses quand on fait juste l'examen à la lampe à fente. Dans le cadre du suivi, à quel moment faut-il réaliser une angiographie à la fluorescéine ? Alors la place de l'angiographie, elle a nettement reculé. Maintenant, avec les photographies couleur de bonne qualité et grand champ, on voit énormément d'anomalies. Je pense que l'angiographie garde une place, d'une part, quand on veut bilanter un œdème maculaire, si on cherche certaines anomalies focales, dont on pourra parler après. Si on a un doute sur un néovaisseau, parfois notamment chez des gens qui ont un fond d'œil clair ou chez lesquels une cataracte débutante peut gêner l'interprétation des photos, là, clairement, l'angiographie garde sa place parce qu'on voit bien les néovaisseaux. Et quand on suspecte une basse acuité visuelle qui est liée
autre chose que la rétinopathie diabétique pour faire le bilan d'une neuropathie inflammatoire, rechercher une uvéite ou autre. Maintenant, les systèmes aussi d'OCT-angiographie nous montrent avec une très grande précision les zones de non-perfusion. Et quand on a la chance d'être doté d'un OCT qui fait OCTA, souvent ça nous donne aussi de grandes informations qui nous permettent de nous passer d'angiographie. Bénédicte, peux-tu nous rappeler les options thérapeutiques chez un patient qui présente un œdème maculaire diabétique ? Alors, le premier traitement, ça va être optimiser les facteurs systémiques, bien entendu. Donc, l'inciter à améliorer son équilibre glycémique et éventuellement chercher d'autres facteurs de risque, comme l'on avait précisé antérieurement, comme une hypertension mal contrôlée, une dyslipidémie ou un syndrome d'apnée du sommeil. Ensuite, on va réaliser des injections intravitréennes, soit d'anti-VEGF, soit de corticoïdes, qui globalement ont une efficacité démontré, en sachant qu'il va falloir passer une sorte de contrat avec le patient en lui expliquant que le nombre d'injections va être élevé la première année et si on utilise des anti-VEGF et qu'on va pouvoir ensuite diminuer le poids des injections, mais que cela sera d'autant plus facile qu'il a une maladie de fond qui est bien équilibrée. Le laser garde également une place, notamment pour le traitement d'anomalies focales. On appelle des macroanévrismes. Ce sont en gros des microanévrismes de taille importante, au-delà de 150 de son micro, qui ont été rebaptisés récemment des TELCAPS. Donc on sait que le traitement focal de ces macroanévrismes ou TELCAPS peut permettre une résolution de l'œdème maculaire de manière très efficace en injonction aux injections intravitréennes et peut permettre justement de diminuer le nombre d'injections intravitréennes utilisées. Pour les patients ayant un œdème maculaire diabétique qui ont été multi-injectés de manière itérative et qui, malgré ces injections, ont toujours un petit œdème résiduel, sans gain d'acuité visuelle, est-ce que tu vas proposer de continuer les injections malgré tout ou quand est-ce que tu vas décider d'arrêter ? Effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on sait qu'il y a quasiment il y a quasiment 25 à 30% des patients, quand on utilise notamment des anti-VEGF, qui n'ont pas un œdème maculaire asséché après 1 an, voire 2 ans d'utilisation. Et donc, on sait que il persiste du fluide dans la rétine, mais que ce fluide résiduel, surtout quand il provient de microanévrismes qui sont très proches de la fovea dans la maille anastomotique périfoveolaire, vont mal répondre et finalement, on va pas s'acharner. Donc, si la vision est stable et qu'on a un palier d'acuité visuelle, je pense qu'il faut raisonnablement arrêter. Et puis, on surveille, on voit comment les choses évoluent. Et si l'œdème, à nouveau, se réaggrave, on pourra réinjecter. Mais je crois qu'on ne peut pas exiger un assèchement, entre guillemets, total. Et c'est ce qu'il faut savoir avec les anti-VEGF. Et c'est pas parce qu'on n'a pas complètement asséché que la vision ne peut pas remonter à des niveaux corrects. Et si le patient est bloqué à une acuité visuelle entre 5 et 6 dixièmes, par exemple, avec un petit œdème résiduel qui ne paraît pas énorme en OCT, est-ce que tu vas faire une angiographie pour rechercher une maculopathie ischémique ? Oui, alors la baisse visuelle dans l'œdème maculaire diabétique, elle est multiple. Il n'y a pas que le fluide qui fait baisser la vision. Quand on a un œdème maculaire, on a souvent une occlusion des capillaires avec une raréfaction et une diminution de la densité capillaire, avec une composante effectivement de non-perfusion et d'ischémie. Donc l'angiographie à l'heure actuelle, maintenant, elle est moins performante que l'OCT-angiographie pour rechercher justement ces zones de non-perfusion. Donc on va faire de l'OCTA pour essayer de mieux comprendre effectivement comment est organisée la maille capillaire et mieux comprendre pourquoi on a un plateau de non-récupération. Il y a aussi des altérations neuronales et gliales qu'on a plus de mal à appréhender, mais que l'on voit lorsque l'œdème est asséché. On voit qu'il y a une diminution de l'épaisseur des couches cellulaires rétiniennes, notamment dans la rétine interne, qui peuvent aussi expliquer les récupérations partielles. On va maintenant passer à la rétinopathie diabétique dans le cadre des grossesses. Quels sont les éléments importants pour le suivi et pour le traitement de ces patientes ? Alors, on sait que la grossesse est un facteur de risque de progression de la rétinopathie diabétique, mais tout dépend du type de diabète et du type de grossesse. Si la grossesse a été programmée avec une hémoglobine glyquée préconceptionnelle très bonne, à 6%, le risque finalement d'aggravation de la rétinopathie via la grossesse va être très minime. Et si la patiente n'a pas de lésion ou a une rétinopathie minime, on va pouvoir être assez tranquille et on va lui proposer un traitement, un suivi tous les 3 mois sans problème. Si la patiente a déjà une rétinopathie au-delà du stade modéré au début de grossesse, là, ça va être un peu plus problématique. Il va falloir surveiller tous les mois et débuter une PPR
dès qu'il y aura une aggravation patente, en sachant que ce risque-là est directement corrélé justement à l'hémoglobine glyquée préconceptionnelle. Donc, grossesse programmée, bonne hémoglobine glyquée, très peu de risque d'évolution d'une rétinopathie diabétique. Grossesse non programmée avec hémoglobine glyquée élevée initiale, qui va forcément induire une rééquilibration très rapide de l'hémoglobine glyquée en début de grossesse pour éviter tous les effets tératogènes. Ça va être vraiment un facteur de risque de développement d'une rétinopathie potentiellement rapide. Il va falloir faire très attention. Après, ce que l'on sait, c'est qu'on a de plus en plus de patientes de type 2 qui sont enceintes. Pourquoi ? Parce qu'on fait les bébés plus tard et que le diabète de type 2 maintenant se révèle plus tôt. Aux États-Unis, par exemple, la moitié des diabétiques qui ont moins de 20 ans sont de type 2 parce qu'on a des diabètes de type 2 très jeunes. Alors qu'avant, on avait en tête le diabète de type 1, c'est les jeunes, et le diabète de type 2, c'est les gens les plus âgés. Donc, on va avoir des femmes enceintes qui sont diabétiques de type 2. Et ça va modifier un petit peu la conduite à tenir puisque la patiente diabétique de type 2 enceinte, elle va avoir forcément un risque aussi de rétinopathie qui peut se développer à la faveur de sa grossesse. Donc, la patiente diabétique de type 2, voilà, même si elle fait sa grossesse un peu plus tardivement, elle va pouvoir aussi développer des complications rétiniennes dans son diabète, en sachant que, en général, quand même, les diabétiques de type 2 ont des durées d'évolution moindres que les femmes diabétiques de type 1, donc on aura quand même un moindre risque d'évolutivité de la rétinopathie. Un autre pan, c'est l'utilisation des injections des anti-VEGF durant la grossesse. Pendant longtemps, les anti-VEGF étaient contre-indiqués durant la grossesse. Il y a eu récemment le centre de référence des agents tératogènes, donc le CRAT, qui a émis un avis fin 2021 qui a montré que finalement, en faisant une synthèse récente de la littérature et des essais menés chez l'animal, qu'il n'y avait pas d'action tératogène prouvée et que finalement, les bénéfices à utiliser un anti-VEGF chez une femme qui a une rétinopathie menaçante pendant la grossesse était bien supérieur au risque pour le bébé. Donc, on est en droit d'utiliser les anti-VEGF, uniquement le ranibizumab, qui a un moindre passage de la barrière transplacentaire. Et donc, ce ranibizumab peut être utilisé pendant la grossesse et éventuellement aussi pendant l'allaitement, si besoin. C'est le moment de passer à la question des patients. Camille a des patients qui ont de nombreuses questions. Il vient toujours avec une petite sélection. Oui, Bénédicte, on a souvent cette question en consultation. Mais docteur, moi je vois très bien, j'ai 10 sur 10. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vienne tous les ans ? Alors, effectivement, on va le faire venir, non pas pour augmenter nos chiffres d'affaires, mais bien pour surveiller son fond d'œil, parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la rétinopathie diabétique, même à un stade très évolué, peut paradoxalement laisser une acuité visuelle subnormale. Donc, les lésions sont très peu parlantes cliniquement parfois, et donc il est très important de comprendre qu'il y a une décorrélation entre la sévérité de la rétinopathie et l'acuité visuelle. Une autre question qu'on peut souvent avoir, c'est quand on demande au patient son équilibre glycémique et qu'il nous répond moi j'ai entre 0,8 et 1,4. Qu'est-ce que tu réponds à ce patient ? Oui, alors très bonne question, ça semble vécu. Il y avait une enquête de Sylvie Feldman, qui est diabétologue au 15-20, qui avait montré qu'il y avait plus de 25% des gens qui venaient consulter au 15-20 pour un problème rétinien lié au diabète, qui ne savaient pas ce que c'était que l'hémoglobine glyquée, qui ne connaissaient pas leurs chiffres d'hémoglobine glyquée. Donc, en soi, les chiffres de glycémie ne veulent pas dire grand-chose puisque ça fluctue énormément. Donc, il faut comprendre que le patient doit être impliqué dans le suivi de sa maladie et que l'hémoglobine glyquée, c'est quelque chose qui reflète l'équilibre du diabète sur les 3 mois qui précèdent et que cette prise de sang avec ce pourcentage, c'est quelque chose qui, nous, est très important pour nous, ophtalmologistes, parce que certes, on est ophtalmo, mais on ne s'occupe pas que de l'aspect purement oculaire. L'atteinte et le délai de suivi du patient vont être conditionnés justement par l'équilibre de son diabète et la cinétique évolutive de son hémoglobine glyquée. Donc, s'il a 7% là, mais qu'il avait 10% quelques mois avant, on va se dire, oulala, il y a une réclimation rapide, la rétinopathie risque de s'accélérer, donc je vais le revoir plus tôt. Si l'hémoglobine glyquée est toujours à peu près dans les 7%, on va être un peu moins stressé, on va le revoir plus tard. Donc, c'est très important pour savoir quand sera le prochain rendez-vous, d'avoir accès à ces données. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment faire de l'éducation thérapeutique, c'est fondamental. Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est l'avenir pour les patients qui ont un diabète en ophtalmologie ?
Alors c'est vrai que là, on se heurte à un problème numérique, c'est-à-dire que le nombre de diabétiques, il va quasiment être multiplié par un tiers d'ici 2050. Et nous, en tant qu'ophtalmo, on est toujours, on plafonne en France, je crois qu'on est à 5000. Et donc forcément, il va y avoir toujours plus de gens à voir et à dépister et pas plus d'ophtalmologistes. Donc clairement, là, le rôle du dépistage et de l'intelligence artificielle pour de l'analyse d'images à distance, il va être fondamental. Bien entendu, il faut encadrer ces pratiques, c'est comme tout. On est doté de magnifiques machines et de nouveaux outils numériques qui sont très performants, mais il va falloir effectivement trouver le bon équilibre entre laisser œuvrer les algorithmes et puis toujours l'œil bienveillant du médecin qui va pouvoir interpréter les choses et remettre dans un contexte l'interprétation d'une image pour pouvoir décider de la conduite à tenir en fonction de la présence ou non de lésions. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le développement de l'IA, mais de manière extrêmement structurée, encadrée, pour ne pas qu'il y ait de dérives. Alors, l'avènement de nouvelles molécules intravétriennes qui ont une plus grande durabilité va aider également à changer la donne pour diminuer le rythme des injections et diminuer la pénibilité tant pour le patient que pour l'ophtalmologiste. On a potentiellement aussi le développement de collyres qui pourraient avoir des principes actifs qui agiraient jusque dans le segment postérieur. Donc ça, c'est aussi à considérer. On a pas mal de choses qui nous permettent d'être optimistes pour l'avenir. Merci beaucoup Bénédicte. Ce que je retiens comme point clé de cet entretien, pour la chirurgie de la cataracte, on utilisera en préférence des implants monofocaux, éventuellement des monofocaux plus, mais pas de multifocaux ni de head-off. Pour les chirurgies de la cataracte, on essaiera d'opérer des patients bien équilibrés, mais quand ce n'est pas possible, ce n'est pas non plus une contre-indication absolue, sous réserve qu'on puisse avoir un suivi régulier et strict du patient dans le post-opératoire. Et ce qui était très intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de surrisque d'infection d'endophthalmie en post-opératoire de cataracte. Pour le segment postérieur, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est intéressant pour tous les patients diabétiques dans leur suivi, y compris ceux qui n'ont pas de rétinopathie diabétique, d'avoir une rétinophoto pour chaque consultation, avec un intérêt tout particulier pour les rétinophotos grand champ. Par ailleurs, l'angiographie à la fluorescéine n'est pas systématique, et son indication est de plus en plus raréfiée avec l'avènement de l'OCT-angiographie. Et également, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on peut, sur les cas de rétinopathie diabétique sévère chez la femme enceinte, et dans les cas très particuliers, faire des IVT de ranibizumab. Merci beaucoup Bénédicte pour cet entretien sur le patient diabétique, c'était passionnant. Merci beaucoup Bénédicte pour ton expertise et pour ton accueil ici au COS. Merci beaucoup pour cette invitation et pour ce projet de podcast qui est extrêmement novateur et très intéressant. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.